Au début du XXe siècle, si on regarde une carte de l'Afrique, eh bien, elle est presque entièrement colorée par les empires européens. Presque. Parce qu'au milieu de tout ça, deux nations se dressent encore, le Libéria et l'Éthiopie. Mais attention, leur indépendance ne tient qu'à un fil. Prenons le Libéria. Pour lui, la menace n'est pas militaire, non. Elle est économique, elle est diplomatique. Ce document britannique le montre très bien. On fait pression, on pousse le pays à accepter des prêts, mais pas n'importe comment, sous le contrôle de la Société des Nations. C'est une sorte d'asphyxie très lente où l'arme, ce n'est pas le canon, c'est le contrat. Pour l'Éthiopie, par contre, l'ambiance est radicalement différente. La menace est directe, brutale. C'est une soif de vengeance incarnée par Mussolini. Il n'a absolument pas digéré la défaite italienne d'Adoua en 1896 et il est bien décidé à laver cet affront, quel qu'en soit le prix. La guerre n'attend qu'un prétexte. Et ça, les dirigeants des deux pays l'ont bien compris. Leurs destins sont liés. Ils sont les derniers symboles d'une souveraineté africaine sur un continent entièrement colonisé. Ils savent que si l'un tombe, ce sera un très mauvais signe pour l'autre. Ok, mais pour bien saisir pourquoi ils sont si vulnérables, il faut vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur. Parce que, même si elles sont indépendantes, ces deux nations sont tout sauf unifiées. Elles sont traversées par de profondes fractures, des faiblesses béantes que les puissances impériales vont bien sûr chercher à exploiter. Que ce soit au Libéria avec l'élite américo-libérienne ou en Éthiopie avec la noblesse samara-tigrée, le schéma est le même. Une petite minorité privilégiée contrôle tout et règne sur une large majorité autochtone. C'est assez ironique, mais on retrouve une dynamique qui ressemble beaucoup à celle des colonies voisines. Et cette mentalité, c'est assez fou, mais elle fait directement écho au fameux fardeau de l'homme blanc des Européens. Cette idée qu'une élite aurait pour mission de civiliser les indigènes, eh bien, elle existait aussi au sein même de ces États indépendants. Et ça, évidemment, ça créait des tensions internes absolument explosives. Alors là, ce chiffre, 235 000, il illustre à la perfection la corruption ambiante. On est au Libéria, élection présidentielle de 1927. Le vainqueur est élu avec 235 000 voix. Le problème, il n'y avait que 10 000 électeurs inscrits. Oui, vous avez bien entendu, une fraude si massive qu'elle en est restée célèbre et qui montre à quel point les institutions du pays étaient fragiles. Forcément, avec des faiblesses internes pareilles, ce n'était qu'une question de temps. Les puissances extérieures ont senti l'opportunité et ont commencé à resserrer l'étau, chacune avec sa propre méthode. Le Libéria, lui, s'est fait piéger par la dette. Chaque nouveau prêt signifiait un peu plus de contrôle étranger. Et ça a culminé avec cet accord complètement fou avec la Firestone Corporation, qui a en gros livré une part énorme de l'économie libérienne à une seule entreprise américaine pour les 99 prochaines années. L'Éthiopie, elle, a fait face à toute autre chose, une véritable tromperie diplomatique. L'Italie fasciste jouait sur tous les tableaux. D'un côté, elle se montrait amicale, signait des traités de paix, et de l'autre, en secret, elle préparait méticuleusement son invasion. C'était un double jeu parfaitement calculé pour endormir la vigilance du monde entier. Et ce qui devait arriver arriva. Ces pressions, internes comme externes, ont fini par atteindre un point de non-retour. Deux crises internationales bien distinctes vont alors éclater, et elles vont sceller le destin de ces deux nations. Pour le Libéria, tout bascule avec un scandale de travail forcé. C'est tellement grave que la Société des Nations envisage très sérieusement de placer le pays sous administration étrangère, ce qui aurait été ni plus ni moins une forme de colonisation. Le pays est passé à ça de perdre son indépendance. La crise éthiopienne, elle, a été déclenchée par un incident frontalier entièrement monté de toutes pièces par l'Italie. Une simple escarmouche, et voilà le prétexte parfait que Mussolini attendait pour lancer son invasion planifiée depuis des années. Les appels à la diplomatie n'y changeront rien. Et face à ça, que fait la communauté internationale ? Eh bien, pas grand-chose. La Société des Nations condamne l'Italie, certes, mais empouve des sanctions totalement inefficaces. Pire encore, en coulisses, la France et la Grande-Bretagne complotent pour carrément offrir une partie de l'Éthiopie à Mussolini. C'est un abandon pur et simple de la victime. Et tout ça nous amène à la question centrale. Pourquoi ces deux destins si différents ? Comment se fait-il que le Libéria, qui était lui aussi au bord du précipice, s'en soit sorti, alors que l'Éthiopie a été envahie ? La réponse, en fait, ne se trouve pas dans leur force ou leur faiblesse interne. Elles étaient toutes les deux très fragiles. Non. La clé, c'est la nature de la menace à laquelle chacune a dû faire face. Une nature radicalement différente. Voilà toute la différence. Le Libéria a pu naviguer entre les intérêts contradictoires de plusieurs grandes puissances. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Aucune ne voulait vraiment voir une autre prendre le contrôle total. L'Éthiopie, à l'inverse, s'est retrouvée seule face à un unique agresseur, l'Italie,
qui était obsédé par sa vengeance et sa volonté de conquête. En fin de compte, l'indépendance du Libéria n'a pas été sauvée par la justice internationale, mais par un jeu géopolitique complexe. C'est la rivalité entre les puissances impériales qui, paradoxalement, a préservé sa souveraineté. Et le destin de l'Éthiopie, lui, nous montre une autre facette de cette époque. La volonté d'une seule nation puissante et impitoyable pouvait tout balayer sur son passage, y compris le droit international, surtout quand les autres grands choisissaient de regarder ailleurs. Ça pose une question assez fondamentale sur ce qu'est la souveraineté. Est-ce qu'elle dépend de la force d'une nation ou des ambitions de ceux qui l'entourent? L'histoire de ces deux pays montre que parfois la survie a moins à voir avec ce qu'on fait soi-même et beaucoup plus avec ce que les autres veulent nous prendre. Une leçon brutale et qui résonne encore aujourd'hui.